Les gars, déjà, première question. Est-ce que c'était réel? J'ai pas rêvé, je suis pas le seul à être dans la nuit comme ça, à regarder ce scénario de zinzin. Ok, c'est les States, mais doucement sur le scénar hollywoodien, les gars. Nous, on veut voir du foot, à la base. Nous, on veut voir un coup d'envoi à 22h, à minuit, minuit et demi, on va être devant le débrief. Coup d'envoi à 22h, fin du match à 2h38 du matin. Les joueurs, ils ont fait une pause de 1h45. Non mais les gars, est-ce qu'on se rend compte? Ils sont rentrés à l'hôtel, ils ont dormi, ils sont revenus pour finir le match. Les States, les gars, soyez sérieux s'il vous plaît. Vu vos conditions météorologiques, soit vous faites des stades couverts partout, soit vous accueillez pas la Coupe du Monde, les gars. Non, mais parce que dès qu'il y a une goutte qui tombe ou un nuage qui pète, faut arrêter le match. C'est insupportable en fait. C'est pas parce que là c'est au moins le 5e, 6e match suspendu comme ça. En plus, moi je savais très bien que ce match-là, cet arrêt-là allait bénéficier à Benfica parce qu'ils n'ont pas existé du match. Arrêt à la 85e minute, évidemment qu'ils vont se reposer une demi-heure et ils ont plus rien à perdre. Ils vont revenir le couteau entre les dents. Évidemment, mais cette pause elle est honteuse. Cette pause elle est honteuse, les gars. Il reste 5 minutes à jouer. C'est un truc de ouf. Bon, comme vous en doutez, il y a beaucoup de choses à dire dans ce débrief-là, donc on va commencer tout de suite et on va faire par ordre chronologique des événements pour que je me perds pas dans les événements et mes émotions d'ailleurs. Donc déjà, je vais commencer avant le match, c'est-à-dire que, les gars, préparez-vous. Je vais dire du bien de Maresca. Mais t'inquiète pas, après je vais compenser. Je vais dire, parce que, en vrai, les gens pensent que je suis un hater parce que je dis que du négatif sur une personne. Mais c'est parce que c'est justifié, en fait. Dans ma tête, c'est justifié. Et quand, par contre, je vois du bien, j'essaie de pas à le dire. C'est-à-dire que, moi, le gros point négatif que partagent Maresca et Pochettino, c'est que les deux, leur coaching en match n'est pas bon. Mais Pochettino, lui, il avait quand même cette tendance plus régulièrement à bien préparer les matchs, notamment contre les gros. Et ça, c'est un truc que je trouve que Maresca n'a pas du tout. On le voit notamment, en témoignent les nombreuses premières mi-temps complètement où on s'endort, il se passe rien, tactiquement on se fait bouffer, voilà, ça en témoigne grandement. Mais aujourd'hui, Maresca a hyper bien préparé son match. On retrouvait donc ce fameux 3-2-5 qu'on a quasiment tout le temps avec Maresca, mais durant cette Coupe du Monde des clubs, on a tendance à avoir un double pivot fixe. Donc ça, c'est beaucoup mieux, c'est ce que je réclame depuis le tout début, les amis, un double pivot fixe composé de Lavia et Caicedo, là où habituellement, tu retrouves plutôt ça, donc tu as James qui vient inverser dans le double pivot, la défense est généralement celle que vous voyez ici, et sur les ailes, on a deux ailiers. Sauf que le problème, c'est que Reece James au milieu de terrain, c'est aléatoire, c'est vraiment très très irrégulier vu que c'est pas son poste, c'est normal. Et les ailiers statiques comme ça, qui sont fixes, c'est pas réellement dynamique, c'est toujours la même chose. Soit il sauve le ballon, il la met en retrait, soit il sauve le ballon et il y a 2 contre 1, et là après c'est Inch'Allah, il passe ou il passe pas. Donc le système comme ça, moi je l'ai décrié de nombreuses fois, c'est vraiment pas celui que je préfère. Par contre, quand Maresca fait enfin les choses bien et qu'il met un double pivot fixe et surtout qu'il donne un couloir à un latéral, moi depuis le début, je réclame plutôt un ailier gauche et un latéral à droite, notamment Gusto ou James dans le couloir. Mais là, le principe est le même. Si tu veux, le concept c'est pareil. C'est d'un côté, t'as un ailier, de l'autre côté, t'as un latéral. Pourquoi on veut un latéral? Parce que dans le système, ça fonctionne bien. Il monte en phase offensive, il descend en phase défensive. Ça, y a pas de souci, c'est assez simple à comprendre. Surtout quand t'as Cucurella qui lui a clairement le cardio et le jus. En fait, je vous le dis déjà tout de suite, Cucurella, c'est l'homme sur qui repose tout le système de Maresca. Et peu importe les systèmes, parce que de temps en temps, il fait des petits tweaks tactiques, ok, il change un petit peu. Des fois, il fait un double pivot fixe et il inverse Cucurella dans le demi-espace, etc. Des fois, il fait d'autres choses. On l'a vu notamment tout le long de cette Coupe du Monde des clubs, pour ceux qui ont vu les débriefs. Mais peu importe le système, Cucurella est toujours le joueur qui apporte l'équilibre au système. Il est trop fort. Donc en plus d'avoir un double pivot fixe et beaucoup plus stable, tu avais sur ce côté gauche, on l'a vu, une activité totalement différente d'habitude, où les ailiers sont fixes et c'est toujours la même chose. Avec Cucurella, il t'apporte un mouvement qui est juste incroyable. On retrouve le mouvement qu'avait Gusto à droite sous Pochettino. On retrouve ce mouvement-là, parce qu'un latéral, vu qu'il vient de plus loin, déjà il arrive en mouvement. Et en plus Cucurella, quand il est haut, il reste jamais au même endroit. Soit il redescend, soit il va dans l'axe, soit il va demi-espace. En fait, il joue avec Palmer. Et c'est en constant mouvement et c'est impossible à défendre. En fait, surtout avec Cucurella, vu la qualité qu'il a, c'est impossible à défendre. Donc ce schéma-là, je l'ai trouvé beaucoup mieux parce que déjà, il ressemble à ce qu'on réclame depuis le début. Enfin, un latéral dans le couloir.
La seule chose négative, c'est en effet ce côté Palmer-Enzo, où en effet, tu avais juste à inverser les deux. Parce que Palmer fait un bon match, c'est-à-dire que quand il est agile, quand il est adroit et qu'il est inspiré dans son dribble, c'est un joueur qui est hyper chiant à défendre, il est hyper impactant dans le jeu et tout, il n'y a pas de souci. Mais on l'a tous vu, quand il est à gauche, il est tellement moins dangereux que quand il est à droite. Le nombre de situations comme ça qu'on a vu, où il arrive du coup côté gauche du terrain, et donc on sait très bien qu'il va pas aller sur son pied droit parce qu'il ne sait pas tirer du pied droit, et donc il va systématiquement aller à gauche, et c'est trop facile à défendre. Alors oui, le latéral en face était vraiment mauvais, il a passé une sale soirée, vraiment. Il s'est toujours fait avoir malgré le fait que là, son corps est orienté vers le côté gauche. Il sait où va partir Palmer, on le sait tous, tout le stade le sait, les gens chez eux le savent, mais il va quand même se faire passer. Donc oui, certains vont me dire, ouais, mais non, Palmer, il fait un gros match et tout. La vérité, c'est que si tu as un latéral plus ou moins compétent, non, ça passe beaucoup moins. Je dis pas qu'il passe pas, je dis que ça passe beaucoup moins. Par exemple, ici en image, on le voit très bien. Il arrive côté gauche du terrain et absolument tout le monde sait qu'il va partir sur son pied gauche. Et ce qui est fort dommage, c'est que si ici tu mets un droitier, il peut totalement s'ouvrir le chemin du but ou du moins s'ouvrir un angle de tir assez intéressant. Mais comme on l'a vu trop souvent dans le match, Palmer va aller sur son pied gauche, encore et encore. Alors il est très très fort en feinte, donc on n'arrive pas forcément à se rapprocher de lui ou à lui prendre le ballon, mais ça va finir dans une action assez stérile parce que trop facile à contenir. Tu mets la même action, mais Palmer arrive côté droit, c'est mort. Parce qu'en fait, il va se trouver un angle de tir, ou alors il va faire sa fameuse feinte, où tout le monde sait, encore une fois, qu'il va aller sur son pied gauche, mais il est plus à l'aise sur le côté droit du terrain, à feinter pour aller sur son pied droit, etc. Pour centrer, il préfère centrer du pied droit que de tirer. Donc, Palmer, côté droit du terrain, c'est tellement plus fort. Même Enzo, finalement, quand il est Enzo, on l'a pas vu du match, concrètement, offensivement, mais c'est parce qu'il n'était pas sur son bon côté, je trouve. Donc, t'avais juste à inverser Palmer, Enzo. Donc même quand Maresca fait un truc bien et qu'il prépare bien son match, il y a des fils qui se touchent quand même. Mais pour en revenir au setup, la grosse masterclass de Maresca dans la préparation de ce match, c'est notamment l'utilisation du double pivot. Parce qu'on avait un double pivot qui était sans cesse en mouvement pour trouver l'intervalle derrière le pressing de Benfica. Ici, on voit Caicedo qui va recevoir la balle et on a Lavia qui est plus haut et qui est complètement seul. On l'a vu énormément de fois en première mi-temps et en deuxième mi-temps, le coach de Benfica ne s'est pas forcément adapté. Et pour le coup, c'est vraiment l'une des premières fois où je vois Maresca totalement dominer le coach adverse. Le gars, Lage, là, je crois qu'il s'appelle Lage, Page, je sais pas, Cage, Nage, Mage. Il y a tellement de mots en Age, c'est un truc de ouf en fait. Enfin bref, et ici où on voit que c'est totalement travaillé, c'est qu'on voit ici que Reece James va servir Caicedo et avant même que Caicedo touche le ballon, on a ce mouvement de Lavia qui va venir derrière la première vague de pressing pour se mettre dans cet intervalle qui a été constamment trouvé par Chelsea. Et je vous mets cette action parce qu'elle illustre tellement bien toutes les bonnes idées qu'a eu Maresca en préparant ce match. Donc déjà, on a en effet le positionnement de Lavia qui vient toujours se mettre dans l'intervalle dans une zone très dangereuse. Donc là, il finit par recevoir le ballon dans la même zone que tout à l'heure. Et ensuite, Lavia va pouvoir servir dans le couloir gauche l'excellent Cucurella, toujours en mouvement, qui déboule dans son couloir et va s'offrir un face-à-face très bien négocié de la part de Trubin, vraiment un arrêt incroyable. Mais cette action, elle vous montre vraiment que ces deux choses-là, le double pivot fixe et bien articulé surtout, et Cucurella, donc un latéral dans le couloir, ça crée des étincelles. Vraiment, c'est magnifique. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je suis aussi sévère avec Maresca. Parce que je sais que cet effectif-là, il peut proposer ça. Je sais que cet effectif-là, il peut proposer ce jeu-là et des deux côtés, que ce soit Cucurella à gauche ou James Gusto à droite. On peut faire ça tout le temps. C'est-à-dire que toute la saison, on aurait pu dominer nos matchs comme ça. On aurait pu être chiant comme ça. Mais non, on a dû se farcir des Gusto au milieu, des James au milieu. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis vénère de ouf? Aujourd'hui, on a bien joué. Aujourd'hui, Maresca a hyper bien préparé son match. Et on aurait pu avoir ça depuis le début. Depuis le début. En fait, ça me rend dingue, les gars. Et je vous le dis, un Cucurella, homme clé de ce système, qui pendant ce match-là s'est créé énormément d'occasions en tant que latéral un peu haut comme ça. Et le pire, c'est qu'il a tellement un cardio de fou que même sous 30 degrés, il t'apporte offensivement et défensivement, il était présent. Cucurella, c'est un joueur unique. Cucurella, c'est un joueur unique. Et si vous avez des potes du Barça, les gars, qui vous disent « Ouais, mais Baldé, il est meilleur, il doit être en sélection devant Cucurella », montrez-leur le match. Qui comprennent en fait. Pourquoi Cucurella, il est trop fort. C'est un truc de fou, tellement il est complet. J'ai rarement vu un latéral aussi complet que lui. Et vous voyez, là j'ai dit du bien de Maresca, mais le problème c'est que, comme je vous l'ai souvent dit, on ne peut pas faire confiance à Maresca. C'est-à-dire que tout ce qu'il a montré de bien là dans la préparation de ce match-là,
je ne peux absolument pas garantir qu'il va refaire la même chose le match d'après, qu'il va capitaliser sur les bonnes choses que moi personnellement j'ai vues. Peut-être qu'il va totalement changer les matchs d'après, on aura Gusto au milieu. Non mais vraiment, Maresca, même quand il fait des choses bien, t'as l'impression qu'il comprend pas ce qu'il a fait. Et comme je vous dis, même dans cette bonne préparation qu'il a fait, rien que t'inverser Enzo et Palmer aurait été encore plus dangereux dans ce match. Quand il arrive sur son pied gauche comme ça, il aurait fait encore plus mal. Donc vraiment, j'ai du mal à le cerner. Mais au niveau du 11, déjà, encore une fois, là c'est un truc où on ne peut pas faire confiance à Maresca, c'est que, surtout quand on voit les entrées de Tosin et Chalobah, on verra leur note à la fin. Titulariser Badiachil devant un de ces deux mecs-là, préférer mettre deux gauchers plutôt que faire jouer Chalobah et Tosin, surtout quand on voit depuis 2 mois et demi, les performances de Tosin et Chalobah, qui sont trop forts. C'est pour ça qu'on peut pas faire confiance à Maresca. Donc il y en a qui, je sais, qui vont être hypés par Maresca, c'est mon coach, nanana. Les gars, Maresca, je vous jure, il est trop instable. Il est trop instable. Même si là, il a fait des bonnes choses. Et je l'ai dit, on pourra pas dire que je suis un hater. Je l'ai clairement dit et j'ai même détaillé, j'ai passé du temps à vous expliquer qu'il avait bien préparé ce match-là. Mais les gars, vous voyez le match de Badiachil, parce qu'il y en a qui vont dire, il y a toujours des gens qui vont dire qu'il a fait un bon match. Il y aura toujours des gens comme ça. Son match, il est vraiment honteux parce que il a un jeu de passe vraiment correct. On peut dire qu'il est bon son jeu de passe. Mais c'est le seul truc bien dans son jeu. Tout le reste, il est nul. Vous voyez le peu d'actions défensives qu'il a négocié, il s'est trompé tout le temps, il s'est fait avoir tout le temps. Par contre, vous avez vu Colwill, vous avez vu Tosin, vous avez vu Chalobah, les interventions cruciales qu'ils ont fait, notamment parce que ils ont dû rattraper les bêtises de Badiachil. Et là, on a subi très peu d'actions, hein, parce que Benfica, on les a tellement asphyxiés que ils ont quasiment pas tiré avant la 70e minute. Hein, ça, faut le savoir quand même. On les a quand même totalement dominés. Mais les peu d'occasions qu'ils ont eues, c'est des erreurs de Badiachil ou de Sanchez. Les deux ennemis du club. Non mais les gars, je vous dis, il y a très peu de joueurs dans l'histoire de mon club que j'ai détesté au point de vraiment n'attendre que leur départ. Il y en a très peu. Il y a Havertz, on a fini par gagner. Il y a Mudryk, j'ai fini par gagner. Et il y a Badiachil, je vous jure que Badiachil doit partir. En fait, Sanchez, je le mets pas dans ce cas-là parce que, en fait, pour moi, Havertz, Mudryk et Badiachil, c'est des joueurs qui n'avaient même pas le niveau pour être sur le banc de Chelsea. Je veux pas les voir porter l'écusson du club. Sanchez, s'il est numéro 2 de mon club, moi ça me va. Pour moi, il a le niveau pour être numéro 2 à Chelsea. Vraiment, ça me va. Donc c'est pas le Badiachil sur le banc, dans la tribune. Je veux pas qu'il ait le badge de Chelsea. Je veux pas qu'il le porte. Je veux pas qu'à l'entraînement, il porte le badge de Chelsea. Je ne veux pas. Il est trop nul. Il se fait toujours avoir. C'est un truc de ouf. Et à ce moment-là du match, je l'ai tweeté d'ailleurs. Quand j'ai vu ça, j'ai dit on va gagner. À partir du moment où Badiachil sort, je savais qu'on allait gagner. C'était sûr et certain. C'était le seul qui nous mettait en danger. Avec Sanchez, t'as capté, mais il nous mettait en danger. Et quand je sais que Tosin, quand je vois la forme qu'il a ces derniers temps, il rentre à la place de Badiachil, je sais qu'on est beaucoup plus fort. Et bref, dans ce match, il faut quand même dire que pour moi, le but le plus important, c'est celui de Reece James. Parce que même si on dominait et qu'on proposait vraiment du beau jeu et tout, Trubin a été vraiment très fort. Et il y avait quand même 0-0 pendant un bon moment du match. Et ce coup franc de Reece James, ouais, vraiment, non mais, Capi. Vraiment merci, parce que ton coup franc, il est inspiré, il est très bien exécuté, il est magnifique, il est clutch. En fait, c'est un moment d'histoire presque, hein. Tu sais, c'est ces inspirations au bon moment et qui sont hyper bien exécutées, qui sont magnifiques. Ce coup franc est magnifique. Et donc ensuite, on a cet arrêt de jeu. Le match s'est arrêté pendant une demi-heure, 1h45. Donc c'était vraiment infernal. Après, pour revenir sur la main, je trouve que c'est un scandale. Je reviens sur la main, c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale? Bon, faut savoir que moi je suis arbitre. Ça veut pas dire que je sais mieux que vous ou quoi. Un petit peu quand même. Au moins j'ai certaines lignes de règlement que je connais, que je peux partager avec vous. En fait, pour moi, il y a pas main. Déjà, il y a pas faute sur le coup franc. Donc cette main est issue d'un coup franc, il n'y a pas faute. Tu peux revoir l'action 40 000 fois, il n'y a jamais faute. Et l'arbitre est même pas loin. Donc déjà, c'est un scandale qui siffle faute à ce moment-là. Donc déjà, qu'on parte de là, au niveau du scandale, qu'on parte de là. Il y a faute, ok. Le règlement sur la main, c'est quelque chose qui n'est pas écrit noir sur blanc. Il y a des indications et tout, mais les mains, déjà le règlement change tous les ans par rapport aux mains, et il y a quand même une partie libre à interprétation, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que l'intentionnalité, c'est toujours un truc qui va être interprété par l'arbitre. Et pour moi, là forcément, il est dos au jeu. Déjà, le critère de l'intentionnalité, il n'est pas bon. Il valide pas que tu siffles une main en termes d'intentionnalité, il tourne le dos au jeu. Ok. Ensuite, geste naturel.
Est-ce qu'il étend la surface de son corps d'une façon naturelle ou pas? Encore une fois, le jour où on oblige les joueurs de football à sauter comme ça, parce qu'on peut pas prendre une impulsion normale, c'est un geste naturel, encore une fois, on parle de geste naturel. Donc est-ce que quand tu prends l'impulsion, tu dois détacher un peu les bras? Oui. Dos au jeu et le ballon touche légèrement sa main, donc la déviation n'est même pas nette. Cette main, tu peux la siffler comme tu ne peux pas la siffler. Mais la siffler, compte tenu du contexte, c'est très sévère. Pourquoi? Parce que quand tu es arbitre aussi, on nous briefe beaucoup sur la lecture du match, sur la lecture psychologique d'un match, sur le scénario d'un match. C'est-à-dire que dans ce scénario-là, quand tu sais que Benfica n'a rien proposé du match, ne mérite rien dans ce match, que Chelsea a totalement dominé, que tu arrêtes le match à 5 minutes de la fin et que tu sais que cette pause va totalement bénéficier à Benfica, que tu reviens sur le terrain, que tu as une faute de main aussi légère et tu sais l'impact que ça va avoir sur le match, de façon psychologique, quand tu lis le match, tu ne siffles pas cette main. Tu ne siffles pas cette main. Parce que nous, en tant qu'arbitre, on nous apprend à ne pas être les décideurs de l'issue d'un match. En fait, comment tu peux... Un des critères qui t'aide à juger si t'as fait un bon match ou pas, c'est que l'issue du match n'est pas due à toi. C'est pas toi qui, selon tes décisions, a influé sur le score. C'est les joueurs, c'est leur façon de jouer, c'est eux qui ont décidé du score du match. Quand c'est ça, toi, t'as rien à te reprocher, entre guillemets. Là, clairement, le 1-1, c'est la faute de l'arbitre. Et la décision est plus que discutable. Donc tout ça là, je vous dis, quand tu es arbitre de haut niveau comme ça, tu ne siffles pas ce penalty pour moi. Compte tenu du contexte, de la légèreté, l'intentionnalité, tout ça, tu ne siffles pas pour moi cette main. Donc pour moi c'est un scandale. Mais derrière il y a eu justice. Derrière il y a eu justice. Et ça c'est magnifique les amis. Parce que là le test psychologique il était incroyable. Tu peux totalement à ce moment-là te dire que c'est trop dur, tu sais, être frustré de ce qui s'est passé à cause du penalty et finalement ne pas aller au bout, là où le momentum était plutôt bénéfique pour Benfica. Et les amis, ce qu'a montré Chelsea, et je vais vous dire un truc, le comportement des joueurs après le penalty de Benfica va rester gravé dans ma tête à jamais. C'est-à-dire que après le penalty, j'ai vu Colwill être à fond, j'ai vu Cucurella être à fond, j'ai vu Caicedo être à fond, Palmer être à fond. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu Gusto faire une entrée, il courait partout aussi. Et ce comportement-là, c'est ça que moi, à mes yeux, ça a beaucoup de valeur. Et c'est ça qui fait que tu mérites de porter le badge ou non. Même KDH, il est entré, il a couru. Par contre, vous me voyez venir. Le seul pour moi qui a un comportement honteux, qui ne courait pas, Nkunku. Encore une fois, Nkunku. Alors oui, il marque. Mais moi, je vous dis, le comportement qu'ont eu les joueurs sur le terrain au moment où il y avait un partout, je vais jamais oublier le comportement des joueurs. Et je les ai vus tous courir quasiment tous comme des chiens, sauf Nkunku. Vraiment Nkunku, aujourd'hui, le divorce est consommé. Je ne veux plus te voir. Il a marqué un but hyper important. Le comportement qu'il a eu au un partout, tout le monde courait sauf lui, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Et moi, je vous dis, ceux qui ont réussi le test psychologique de cette injustice-là en fin de match, c'est vraiment Palmer. Palmer, vous avez vu comment... c'est le premier à être frustré, je le sais, Palmer, on sait comment il est. C'est le premier à être frustré, mais comment il a réagi à cette frustration? En courant partout, en voulant récupérer les ballons et en voulant mettre un point final à ce match. Caicedo, pareil. Gusto, il arrivait, il courait partout, etc. Ces mecs-là, bravo. Vraiment, c'est cette mentalité-là qu'on veut. La mentalité de Nkunku, il arrive, aucun appel dans la profondeur, aucun mouvement, il attendait le ballon dans les pieds alors qu'on était quand même en hâte, fallait marquer. Il arrive, il court pas, il décroche, il n'y a pas de mouvement. Alors que les mecs, il y a des mecs, ils courent depuis 22 heures, sous 30 degrés. Et toi, tu reçois le ballon, et t'es là, tu fais des... c'est à toi de courir, enfoiré. Toi, t'es rentré. Et ça, KDH, Gusto et tout, ils l'ont compris ça. Ils sont rentrés, ils ont compris que c'était à eux de courir, de faire les efforts. Ils ont compris ça. Parce que Maresca aussi, lui, on retombe sur lui. J'ai dit les bonnes choses, les choses négatives, les changements. Donc il attend qu'on souffre pour faire les changements. Parce que moi, dès la 65e minute de jeu, je le voyais que Delap et Enzo, ils pouvaient plus courir. À la 65e minute de jeu, Delap et Enzo doivent sortir. Surtout quand sur le banc, t'as des Guillou, t'as des trucs, t'as des Santos. C'est un truc de ouf, encore une fois. Et encore une fois, Maresca, quand il sort Delap, au lieu de faire entrer Guillou, qui lui, pareil, aurait été dans le même état d'esprit, il aurait couru partout, il aurait récupéré des ballons, il aurait fait des appels dans la profondeur et tout, il fait entrer Nkunku qui veut pas jouer. Qu'on n'a rien à foutre. Donc, encore une fois, Maresca, c'est pour ça que je vous dis, il y a eu des bonnes choses, je les ai dites, mais je vous jure, je le déteste.
Je vous jure, je le déteste, il fait trop de dingueries en fait. Son coaching en match est dégueulasse et ça m'énerve parce que tu ramènes Nkunku dans cette compétition-là, tu le fais rentrer, tu lui donnes des minutes devant Guillaume, etc. Alors que le mec il veut pas être là. Le mec il veut pas être là. Et le fait qu'il ait marqué, je m'en fous. Il était opportuniste, il était là au bon moment, ok, c'est magnifique et merci pour ce but. Mais dans l'état d'esprit, j'ai compris que Nkunku c'est mort, je veux juste qu'il se barre. Les amis, on passe aux statistiques rapidement avant de passer aux notes où on va revenir notamment sur la performance de certains joueurs qu'on n'a pas parlé encore jusqu'à présent. 64% de possession, donc on a maîtrisé, on avait le jeu, franchement un jeu que j'attendais depuis longtemps, donc rien à dire là-dessus. 22 tirs, 5 grosses occasions, on a été bon dans le jeu. Et c'est rare qu'on le dise, on a été bon dans le jeu les amis. Quand il y a un latéral dans le couloir et un double pivot fixe, retenez ça. On voit la domination est totale, les expected goals cumulés sur toute la période. On voit que avant l'arrêt de jeu, jusqu'à la fin du match, là, on voit. Donc là, c'est que sur les 90 minutes. Hein. C'est que sur les 90 premières minutes. Domination totale. L'écart de XG est colossal. Colossal. On les a totalement dominés. Et c'est qu'à la fin où ils nous ont saoulés parce que le scénario leur était favorable. On voit même au niveau des. Alors ça, c'est les récupérations hautes. On voit qu'on a récupéré 11 ballons hauts, ça a mené à 3 tirs. Eux, ils ont fait que 3 récupérations hautes qui ont mené à 0 tir. Donc là aussi, encore un élément de domination pour Chelsea. Les ballons perdus dans son propre tiers, on voit que Benfica a perdu 34 ballons dans son dernier tiers. Donc c'est aussi des pertes de balles qu'on a provoquées. Donc très bon pressing là aussi. On a tiré 6 fois. Grâce à ces récupérations hautes, ces pertes de balles du coup basses de Benfica, et nous on a perdu que 10 ballons dans notre tiers, et ça a mené à 0 tir, parce que notamment il y a eu des très bonnes interventions de Chalobah, Colwill et Tosin. On passe aux notes les amis, allez, Sanchez, 5. Sanchez frère c'est un truc de ouf, parce qu'il a fait des bons arrêts, en fait Sanchez c'est comme d'hab, sur sa ligne, il est pas mauvais. Franchement, celui qui dit que Sanchez est mauvais sur sa ligne, il est de mauvaise foi parce que franchement, sur sa ligne, il fait le taf. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, en tant que numéro 2, ok, ça va. Mais il est tellement pas fiable dans ses décisions, dans ses relances. C'est un truc de ouf. Le ballon qui relance comme ça, mais il faut être fou. Le gars, c'est calme, on mène et tout, etc. Il donne le ballon comme ça à l'adversaire, mais il est complètement taré. Et il fait ça tout le temps. Il est fou. Badiashile, comme je vous dis, 3,5 parce que le fait d'être bon à la relance, si c'est le seul truc bien que tu fais sur le terrain, c'est pas assez, les gars. T'es un défenseur, tu dois bien défendre. Et ceux qui n'ont pas vu la différence entre un bon défenseur et Badiashile, quand tu vois la performance de Colwill, de Tosin et de Chalobah, quand tu vois comment négocier ces duels défensifs Badiashile, si tu vois pas la différence, c'est un problème, frère. Il se fait avoir tout le temps, il est chiant. Colwill, vraiment bon match. Il finit avec le brassard et il montre du leadership, il montre de l'envie, donc ça c'est cool. Rhys James, ton but, voilà. Cucurella, comme je vous dis, cet homme a changé ma vie. Il est tellement important. En fait, je pense que dans les personnes importantes dans ma vie en ce moment, je pense que Cucurella il est top 3. Je pense qu'il est top 3. J'ai menti. Mais pour vous dire à quel point il est important. Lavia qui fait un bon match, pas incroyable, mais il fait un bon match. 6,5, c'est vraiment une bonne note. Mais forcément à côté de Caicedo, là on s'arrête sur Caicedo. Caicedo, déjà, il y a 2 choses qu'il faut dire. On commence par le négatif. Il va être suspendu pour le match contre Palmeiras. Alors, Palmeiras, ça va. Si quand même, ils ont quand même un bon milieu de terrain, mais c'est pas leur point fort, je trouve, leur milieu de terrain. Donc je pense que si tu arrives avec un double pivot fixe, Enzo Lavia. Alors, Enzo, il va falloir qu'il se batte, mais tu peux compenser en mettant un joueur offensif devant lui, ou alors en inversant Cucurella plus haut. Donc, il y a des choses à faire, mais dans le muscle, il va falloir quand même y aller, parce que sans Caicedo, en fait, il la porte. Caicedo, forcément, pour moi, c'est le 2e joueur le plus important du système, après Cucurella, parce que le milieu de terrain, c'est sa zone. C'est son quartier, c'est son tiexon, c'est son territoire, c'est son terre-terre. En fait, quand tu arrives au milieu du terrain, il faut demander la permission de Caicedo pour circuler. Il faut demander sa permission. Il contrôle tellement la zone, c'est abusé. Avec 100 ballons, jeu de passe, duel, même au jeu aérien, on lève dans le jeu aérien. Il se donne, il a un timing de fou. Parce qu'il est petit, hein, mais il a un timing de fou. Non, les gars. Moi, j'ai pas vu un joueur contrôler le mitard comme ça depuis Rodri. C'est que Rodri, tu vois, vraiment, t'as cette sensation où le milieu de terrain lui appartient. C'est à lui le milieu. C'est à lui. Caicedo, il donne la même vibes. Il est trop fort, Caicedo.
Et ce qui est dingue, c'est que Caicedo, waouh, comment t'arrives à être aussi fort pendant 120 minutes? Et même à la fin, il me semble qu'un des buts qu'on met là, c'est une récupération de balle. Il récupère encore un ballon haut et tout. Et à la fin du match, depuis 22h, il court. À 2h15 du matin, il récupère un ballon encore. T'as commencé le match à 22h sous 30 degrés. 2h15 du matin, tu fais encore des récupérations et tu te amènes des buts. Caicedo quoi en fait. 9,5 hein. Alors qu'il a pas marqué, il a pas fait d'assist. Caicedo putain. Wow, j'ai le hockey tellement il m'a mis les émotions. Enzo, que j'ai trouvé beaucoup moins fort dans ce match, bah lui il a totalement pâti du fait qu'il était pas du bon côté et qu'il était vraiment dans ce coin-là, quoi. Il pouvait pas forcément trop naviguer et tout. Ah, j'ai le hockey, ça y est. Mais ouais, je l'ai vraiment pas trouvé bon. Dites-moi, je l'ai pas trouvé impactant, un peu invisible. Et en deuxième mi-temps, comme d'hab, il a plongé physiquement. Dans le sens où les replis et tout, il les faisait plus, c'était compliqué. Après, c'est Marca qui le laisse sur le terrain, donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux? Palmer, qui a été très bon, malgré le fait qu'il soit sur le mauvais côté, il a quand même été hyper impactant. Malgré que les défenseurs anticipaient systématiquement qu'il allait sur son pied gauche, il les passait régulièrement quand même, pour vous dire à quel point le mec est fort. Il fait une assist, il me semble, il fait des très bonnes passes clés et tout. Non, il a été hyper impactant. Et comme j'ai dit, les joueurs qui à un partout avaient la meilleure attitude. Palmer en fait partie, donc immense respect par rapport à ça. Neto, pareil. Neto qui fait pas le match avant son but le plus incroyable. En fait, non. On va dire que la première heure de jeu, c'est pas le meilleur Neto. Mais il triche pas, il court partout. À la fin, il va te mettre ce but clinique, hein, parce qu'il faut le mettre en contre-attaque. Comme ça, je connais beaucoup de joueurs qui ratent ça. Hein. Tu donnes la même action à Sterling, il la rate. Hein. Non, mais pour vous dire. Mais Neto, c'est un top joueur. Neto, c'est un top joueur. Voilà. Et encore une fois, ceux qui jugent les ailiers uniquement sur les GA, arrêtez les gars. Il n'y a pas que les GA. Parce que cette saison, Neto, il met pas beaucoup de GA. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est important. Le deuxième gros point noir après Badiachil, c'est Delap, qui n'était pas du tout dans son match. Déjà, il paraissait fatigué dès le début du match. Tu sentais que physiquement, il avait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'encore une fois, Maresca, je comprends pas comment tu peux laisser Delap aussi longtemps sur le terrain. Parce que déjà en première mi-temps, il montrait des signes de fatigue. Parce que Delap, c'est pas ça son jeu. C'est des courses incessantes, beaucoup d'appels et tout, etc. Il a fait des appels au tout début du match, mais après, tout de suite, il y avait plus. Franchement, au bout d'une demi-heure, il était un peu cramé. Tu sentais peut-être qu'il avait mal dormi, qu'il s'était pas assez hydraté ou quoi. La chaleur, en tout cas, lui a fait vraiment mal. Et genre, limite, s'il sortait à la mi-temps, j'étais pas choqué, tu vois. Mais à l'heure de jeu, qui sont encore sur le terrain, c'est pas sérieux. Donc c'est tout. Après, il rate un match, on va pas lui tomber dessus, hein, clairement. Mais mauvais match de la part de Lap. Au niveau des remplaçants, Tozin, top rentrée. Gusto, qui fait une bonne entrée, comme j'ai dit. Il fait partie des joueurs qui avaient le vrai bon état d'esprit à un partout. Mais la main, je n'en tiens pas vraiment rigueur. Pour moi, comme je vous dis, je la siffle pas. Donc voilà, c'est pas de sa faute. Hein. Tu sautes, t'es tiré, tu tombes comme ça. Désolé, mais je vais pas lui en vouloir sur ça. Par contre, même dans le jeu, après, il a perdu certains ballons qui étaient un peu bêtes et tout, qui étaient dangereux. Donc je vais pas lui mettre la moyenne. Mais il y avait quand même du bon. Nkunku, qui grâce à son but hyper important, va avoir 6. Sinon, honteux son comportement, j'ai détesté. J'ai détesté son état d'esprit, son attitude, encore une fois, son body language. Il se plaint, alors que c'est toi qui es rentré, c'est à toi de courir pour faire la différence. Le mec, il rentre sur le terrain, il attend le mouvement des mecs qui courent depuis 22 heures. Il est culotté. KDH qui fait une super entrée, il a marqué KDH. Il a marqué un but, c'est pour ça qu'il a 7. Top rentrée de KDH. État d'esprit, il a couru, il a marqué, donc vraiment top entrée, nickel. Et Chalobah, pareil, qui fait, à un moment donné, il y a une passe vicieuse de Di Maria, on s'en souvient, l'interception de Chalobah, c'est ça un défenseur, les gars. Il anticipe la ligne de passe, il sait que Di Maria, il sait que c'est un joueur qui peut trouver ces passes-là, un peu, donc il guette, tu le vois guetter et tout, et dès qu'il fait la passe, il est là au bon moment. Chalobah, vraiment, j'aimerais tellement que tu restes, frérot, j'aimerais tellement que tu restes. Moi, ça y est, hein, les défenseurs droitiers, comme je l'ai dit vous voyez, dans ma vidéo Mercato idéal, partie 2, où je vous ai fait tout un cinéma pour recruter un défenseur central droit. Vous vous rappelez de cette phase-là? Et à la fin, tout ça pour vous dire, ouais mais non, finalement, en fait, je vais garder Fofana dans la rotation, avec Tozin et Chalobah, ça me va. Il me montre que j'ai raison. Parce que depuis 3 mois maintenant, Tozin et Chalobah, top le niveau.
top le niveau. Et c'est 2 joueurs qui ont de l'expérience, donc pour la LDC, tu sais qu'ils vont potentiellement aussi être au niveau et tout, donc moi j'aimerais les garder. Et comme tu sais que ça peut tourner aussi avec un Fofana, ben moi je suis content de la défense. Juste, en fait je remplacerais juste, comme j'ai dit dans mon mercato idéal, Badiachil par Vega. Et en fait on est bien en défense. Je pense. Donc voilà les frérots, hein, c'était vraiment un match de fou, un scénario hollywoodien. Bravo à tous les fans de Chelsea qui sont restés malgré une pause de quasiment 2 heures. Vraiment bravo à vous, c'est pas évident. Merci à tous ceux qui vont suivre ce débrief jusqu'au bout, qui vont liker, etc. On est en quart de finale contre Palmeiras. Ça va être très chelou parce qu'on va jouer Willian. Franchement, ça c'est hyper bizarre parce que Willian, comment il va aborder ce match? Si, admettons, tu mets le but de la victoire contre Chelsea, tu as éliminé ton club, le club à qui tu appartiens et que tu vas rejoindre. C'est bizarre un peu quand même comme concept, qu'il n'y ait pas eu une clause de... Je trouve ça très bizarre parce que potentiellement, Willian, qui est un joueur de Chelsea, qui appartient à Chelsea, peut éliminer Chelsea. Ça va être très bizarre l'ambiance. Très bizarre. Mais en tout cas, on a hâte d'y être. Je suis content d'y être. Surtout, j'espère, on va voir ce que Maresca va faire. Est-ce qu'il va continuer à donner un couloir à un latéral et potentiellement à Cucurella, parce que c'est la solution. Moi, je sais pas si j'aurai le temps de faire un avant-match. Je sais pas, on verra bien. Mais s'il vous plaît, en l'absence de Caicedo, on veut un double pivot fixe malgré tout. On veut Lavia, Enzo, Lavia, Santos, Enzo, ce que tu veux. Mais on veut un double pivot fixe, pas de latéral inversé, s'il vous plaît. À très bientôt sur French PL. On se dit, il y aura une vidéo sur Kittens qui va sortir très bientôt, donc on va guetter ça de très très près. Restez connectés et ciao.